on va voir comment lier maintenant la thermodynamique à la physique statistique. Donc on a vu précédemment que pour un diagramme d'énergie donnée qui correspond à une modélisation finalement d'un système physique obtenu à partir de la physique quantique, hein, donc en résolvant notamment l'équation de Schrödinger, on est capable de trouver les différents niveaux d'énergie du système, la dégénérescence, c'est-à-dire tous les états possibles associés à chaque niveau d'énergie. Et on est donc capable ensuite, dans des conditions extérieures, de déterminer combien on a de particules sur chaque niveau d'énergie. Donc lorsqu'on a fait ça, on est capable de calculer l'entropie, hein, qui, avec la relation de Boltzmann, est obtenue uniquement en faisant un dénombrement finalement. Hein, c'est le log de la probabilité thermodynamique W, c'est-à-dire le nombre d'états microscopiques qui correspondent à un état macroscopique donné. Donc un état macroscopique donné, il est ici fixé par la connaissance de N0, N1, Ni, etc. Donc lorsqu'on a ça, on est capable de calculer S. Alors comment ensuite remonter aux propriétés macroscopiques d'une substance? Comment finalement retrouver des propriétés thermodynamiques et éventuellement, et c'est un des objets de la physique statistique, trouver les propriétés de la matière dans des conditions pour lesquelles la thermodynamique n'est pas toujours valable, hein, notamment lorsque effectivement les effets quantiques se manifestent. Eh bien, la méthode est toujours la même, hein, finalement. Une fois qu'on a calculé cette entropie, on va l'utiliser en faisant le lien, évidemment, avec l'entropie telle qu'on l'a vue au niveau thermodynamique. Il n'y a qu'une entropie, en réalité. C'est juste deux manières de la définir que l'on a. Une en physique statistique qui est écrite ici avec cette relation de Boltzmann, que je vais réécrire ici. Et l'entropie définie, comme vous l'avez vu, en thermodynamique, avec les postulats de thermodynamique, et notamment l'inégalité de Clausius ou différents énoncés du second principe. Alors, la démarche, elle est la suivante. Une fois que, donc là, évidemment, tout ce qu'on fait, on le fait à l'équilibre, hein. Je n'irai pas dans les systèmes hors équilibre ici. Lorsqu'on a un système à l'équilibre, eh bien, on peut calculer son énergie interne. Vous connaissez le premier principe, hein, qui nous dit que l'énergie interne du système, ben, c'est le travail, et puis donc qui est associé à des mouvements, on va dire, globaux de la matière. Et puis, la chaleur qui est vraiment associée à l'agitation interne au système. Alors, lorsque le système est à l'équilibre, on peut le déplacer de l'équilibre en faisant une transformation infinitésimale réversible. Et donc, on sait que dans ce cas-là, c'est le premier principe qui nous dit que cette variation d'énergie interne associée à un déplacement de l'équilibre, transformation infinitésimale, c'est la somme du travail qui est effectué et puis que le système effectue, et également de la quantité de chaleur, de la variation de quantité de chaleur associée à cette transformation. Alors ça, c'est dans le cas où un système est fermé, on n'a pas on a un nombre de molécules qui est fixé. En réalité, on peut tout à fait avoir un système pour lequel on a un nombre de particules qui peut varier. Et dans ce cas-là, il faut rajouter cette quantité mu qui est le potentiel chimique de la substance. Alors pour l'expliquer simplement, le potentiel chimique, vous voyez que c'est la variation d'énergie interne lorsque dn égale 1, hein, en ne faisant pas de transformation. Donc ça veut dire concrètement qu'on rajoute une particule au système, et l'énergie interne qu'on rajoute au système, c'est mu. Donc la définition du potentiel chimique, c'est l'énergie l'énergie interne qu'on rajoute au système lorsqu'on lui rajoute une particule. Et vous comprenez que cette quantité, elle dépend du système initial, hein. C'est-à-dire que si par exemple je prends un gaz d'électrons, je rajoute un électron, ben, ça va être assez difficile parce que les électrons se repoussent entre eux. Donc il va falloir apporter une énergie conséquente. Donc mu va être positif dans ce cas-là. Et par contre, si par exemple j'ai un gaz en très faible pression et que je veux rajouter une molécule, ben c'est assez facile, hein, puisque si la pression est plus élevée à l'extérieur de ce gaz, et bien la molécule va aller naturellement rejoindre les autres molécules dans le gaz, puisque la pression est plus faible, et donc on va avoir finalement un potentiel chimique négatif, hein, puisque l'énergie interne va diminuer. En fait, il faut retenir la molécule pour qu'elle n'y aille pas. Donc
on donne finalement, on reprend de l'énergie au système. Donc ça, c'est l'expression générale de l'énergie interne. Alors le travail, il peut prendre plusieurs formes. Donc je ne vais pas toutes les donner ici, mais on a le premier travail qu'on connaît bien, c'est le travail mécanique, c'est celui des forces de pression, qui nous dit que bah, voilà, si on fait un changement de volume, on comprime ou on expand le gaz de dV, eh bien on a un travail mécanique qui vaut moins PdV, qui est reçu ou donné par le système. Il est donné s'il est négatif et il est reçu s'il est positif. Mais on peut aussi avoir des systèmes magnétiques, par exemple, dans lesquels on a des substances magnétiques qui a un moment magnétique grand M. Et si on change le champ magnétique appliqué extérieurement, ben on sent bien que ces petites boussoles associées au moment magnétique vont subir une influence du champ, elles vont tourner notamment, ou elles pourront se déplacer même. Et donc on a une variation du travail qui est moins mdV. Si on a par exemple un champ électrique avec une substance qui se polarise, un diélectrique par exemple, qui a une polarisation P, eh bien on a également un travail moins P, DE, etc. On peut trouver toutes sortes de formes du travail. Donc on a une expression générale du travail. Alors maintenant, on fait une transformation réversible, hein, infinitésimale, donc on peut considérer que dans ce cas-là, par définition, l'entropie en thermodynamique, le delta Q qui est réversible, eh bien c'est tout simplement TdS, la variation d'entropie du système. Et cette entropie, c'est bien évidemment celle qu'on a déterminée également en physique statistique. Donc on voit qu'on peut réécrire tout simplement la variation d'énergie interne sous cette forme, moins PdV, moins mdV. On a un moins PdE pour les forces électriques, dans le cas où il y en a, etc. Je vais m'arrêter là. On a le TdS, le terme dû à la chaleur, et puis on a le dernier terme qui est mu dN, associé au potentiel chimique, au fait que le système peut être ouvert dans le cas général. Voilà. Donc, comment on utilise cette valeur de l'entropie ici? Bien, il faut se souvenir que l'entropie, c'est une fonction d'état, elle correspond à un état, en l'occurrence macroscopique du système. Et donc, il a une différentielle qui mathématiquement est totale, hein, qu'on peut exprimer de manière sous cette forme, ds égale, et on peut l'exprimer finalement par rapport à des quantités, issues de la thermodynamique. Hein. On peut tout simplement écrire ds égale à partir de cette relation ici. Eh bien, c'est tout simplement 1 sur t du plus p sur t dv. Alors, je vais placer un u, qu'il n'y ait pas de confusion, c'est l'énergie interne. Voilà. On a un plus m sur t dv, un plus p sur t dE, et un moins mu sur t dn. Donc, voilà l'expression de l'entropie. Et donc, comme on connaît l'entropie, on va pouvoir maintenant déterminer un certain nombre de quantités qui sont les quantités auxquelles on veut avoir accès expérimentalement. Alors, par exemple, dans le cas d'un gaz, on voudra connaître la pression. Dans le cas d'une substance magnétique, on va vouloir connaître l'aimantation ou le moment magnétique, en l'occurrence, de la substance. Dans le cas d'un diélectrique, on voudra connaître sa polarisation, hein, qui est liée à la constante diélectrique. Et puis, il est quelquefois utile, enfin, on en a besoin pour les calculs, de déterminer le potentiel chimique qui apparaît dans certaines expressions et dont on veut se débarrasser. Donc on peut aussi le déterminer de cette manière. Puis évidemment, on peut également, on veut connaître la température. Hein, par exemple, quand on a un gaz, on peut connaître l'équation d'état, c'est-à-dire la relation entre P, T et V. Alors, on procède de cette façon, tout simplement, puisqu'on connaît l'entropie, on est capable de calculer sa dérivée par rapport à toutes les quantités, les paramètres extérieurs qui sont ici. Et donc, vous voyez que 1 sur T, c'est égal à d rond S sur d rond U, à, alors V, B, E, N constant. On voit que P sur T, c'est égal à d rond S sur d rond B.
avec tous les autres paramètres constants. Je ne vais pas les réécrire à chaque fois. Je le fais encore ici. Donc M sur T, qui est égal à d rond S sur d rond B. D'accord. V, N constant. Et puis, on a également la polarisation diélectrique, donc d rond S sur d rond E. Donc E ici c'est le champ électrique. U, V, B, N constant. Et puis la dernière expression c'est moins mu sur T, qui vaut d rond S sur d rond N à U, V, B et E constant pour le cas qui nous concerne ici. Donc on s'aperçoit finalement qu'une fois qu'on a trouvé cette entropie et qu'on est capable de l'exprimer, alors évidemment dans les nombres N1, N2, N3, il y aura des informations, si vous voulez, le diagramme d'énergie ici, il est lié aux paramètres extérieurs. Hein. Si on a un champ magnétique, on n'a pas accès au même niveau d'énergie que si on n'en a pas. Donc de manière implicite, dans l'expression de S, on a le champ magnétique est présent, le champ électrique est présent, la pression est présente dans le cas d'un gaz et le nombre de particules l'est également. On voit là, c'est évident, hein, puisque n c'est la somme des ni. Donc finalement, on est capable de calculer ces expressions, hein, tout simplement en remplaçant le S par son expression, qui est là-haut, celle donnée par la relation de Boltzmann. Alors je vais le faire juste pour donner un exemple, hein. On ne va pas le faire pour tous, mais donc 1 sur T, c'est finalement K, KB, D rond, log, de W, je ne vais pas réécrire tous les, hein, vous avez le N1, etc., sur D rond U, avec les mêmes paramètres constants, hein, V, V, B, E, N, etc. On peut trouver également l'aimantation, M sur T. Donc une fois qu'on a T, on peut le remettre ici, on va trouver le moment magnétique, grand M, qui va valoir KB, D rond, log de W sur N1, etc., sur d rond B en l'occurrence. Donc on regarde l'aimantation, enfin le moment magnétique, c'est assez évident que c'est une variation par rapport à un champ magnétique d'une quantité qui est en l'occurrence le log du nombre d'états microscopiques associé à l'état macroscopique considéré. Donc on peut ainsi trouver toutes les quantités dont on a besoin pour analyser une substance. Alors pour les gaz, une quantité qui va nous intéresser, c'est évidemment P. T égale KB, D rond log de W sur N1, etc., sur D rond B. Et vous voyez ici qu'on retrouve finalement une équation d'état. À l'intérieur, il y a le volume qui est sous-entendu, qui est pas via les niveaux d'énergie. On avait vu un petit peu avant comment on pouvait calculer les niveaux d'énergie avec à partir de la mécanique quantique pour une substance, un gaz monoatomique. Donc on est capable de trouver une relation finalement entre P, T et V, c'est-à-dire qu'on trouve finalement l'équation d'état du gaz, hein, et on peut montrer avec la physique statistique, on le verra un peu plus tard, que l'on peut retrouver la loi des gaz parfaits dans le cas où il n'y a pas d'interaction entre les molécules. Donc voilà la méthode qu'il faut utiliser pour utiliser ces résultats de la physique statistique. Donc on calcule, on fait un dénombrement statistique, on calcule ce W. Alors on ne va pas le recalculer à chaque fois, on connaît les expressions pour les différents types de particules, ensuite on reprend directement les résultats. Et une fois qu'on a W, on a l'entropie, on peut la différencier par rapport à différents paramètres extérieurs et trouver ainsi la loi des gaz parfaits ou une loi des gaz non parfaits. De manière générale, avec cette formule, on peut trouver l'aimantation, c'est-à-dire l'équation d'état magnétique d'une substance avec cette formule. Et puis, une remarque d'importance que vous voyez avec cette expression, c'est qu'on est capable de trouver la température. Alors la température, elle a été définie de manière physiologique en thermodynamique finalement. On a regardé, enfin nous on en a une impression physiologique. Historiquement, on a regardé l'évolution de certaines substances, hein, ça pouvait être de l'alcool, ça pouvait être du mercure, et on regardait en fonction des paramètres extérieurs comment cette température
était modifiée, c'est comme ça qu'on l'a définie, en regardant notamment la modification de la matière, des propriétés de la matière avec l'eau, hein, lorsqu'elle gèle à 0 degré Celsius et lorsqu'elle bout à 100 degrés Celsius. Ici, avec cette formule, on a une autre expression qui n'est pas du tout liée en tout cas a priori, hein, en apparence, à la définition qu'on en a eue en, en thermodynamique, hein. Et donc je vais l'encadrer parce que c'est une formule importante. On a la définition ici de la température finalement de manière statistique. Vous avez remarqué que dans la formule qu'on avait avant, la relation de Boltzmann, S égale K log de W, il n'y avait pas de température en réalité. On a juste, je peux remontrer le petit schéma qui est là. On n'a pas de notion de température ici, on a juste des niveaux d'énergie avec des particules sur un certain nombre de niveaux d'énergie. Et cette température, elle apparaît, et là c'est une conséquence finalement, cette analyse statistique, à condition évidemment de faire le lien entre l'entropie définie de manière statistique et l'entropie définie de manière thermodynamique, qui est ici, mais c'est la même en réalité. Eh bien, la température, elle est reliée de manière microscopique, de manière statistique à cette expression, c'est-à-dire qu'elle dépend de la variation du nombre d'états microscopiques qui correspond à un état macroscopique donné par rapport à l'énergie interne. Ce n'est pas forcément très intuitif, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on peut la définir. Et ça, c'est une manière vraiment générale de le faire, puisqu'on a une définition microscopique de la température, et pas uniquement par rapport aux propriétés d'une substance comme le mercure ou l'eau, par exemple, qui va bouillir ou qui va geler. On peut être dans des conditions expérimentales pour lesquelles on ne peut plus du tout faire ce genre de mesures. Hein. Donc on n'est pas capable de mesurer la température à des millions de degrés Celsius avec un thermomètre à mercure, vous l'imaginez bien. Et donc, par contre, cette définition-là, qui est statistique, qui vient de la physique quantique, hein, ce n'est plus ni moins qu'un calcul statistique de propriétés quantiques, eh bien, elle est toujours valable, on peut toujours l'utiliser, hein, quand on est à l'équilibre, évidemment, quand on peut définir W et U. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser les propriétés de la physique statistique pour retrouver les propriétés générales de substances. Et c'est ce qu'on va voir dans les différentes applications de la physique statistique.